Bonjour et merci d'écouter ce podcast consacré à l'observation participante, une méthodologie essentielle en anthropologie culturelle. Aujourd'hui, quand on évoque la profession d'anthropologue, beaucoup d'entre nous avons immédiatement en tête une sorte d'Indiana Jones, une espèce d'aventurier explorateur qui part au bout du monde pour observer des comportements surprenants ou découvrir des tribus inconnues. Si cette vision relève à la fois du fantasme et de la caricature, il n'en reste pas moins vrai, comme on va le voir, que le travail de terrain, c'est-à-dire l'observation directe d'un peuple que l'on veut étudier, caractérise la spécificité du travail de l'anthropologue. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Au XIXe siècle, par exemple, l'anthropologue est souvent un philosophe, un juriste, un médecin, un homme cultivé, généralement universitaire, qui reste confortablement installé chez lui et qui, à partir de son bureau, émet des réflexions et des hypothèses au sujet de sociétés du bout du monde, au sujet de peuples lointains. À cette époque, l'anthropologue s'apparente à une espèce de rat de bibliothèque qui va utiliser les informations collectées par d'autres, par des voyageurs, par des explorateurs, des missionnaires, des aventuriers, des colons, des diplomates qui, eux, ont véritablement rencontré et côtoyé ces peuples. L'exemple le plus connu de cette anthropologie de bureau ou encore anthropologie de salon est sans doute l'Écossais James Fraser. Cet anthropologue publiera au début du XXe siècle son œuvre principale, Le Rameau d'or, une sorte d'inventaire planétaire des rites et des mythes, qui compte environ 4000 pages et qui emmène le lecteur de Rome en Amérique du Sud, de Chine en Océanie, de Scandinavie en Afrique. Or, mis à part 2 séjours qu'il a effectués en Grèce, les voyages de James Fraser se sont tous déroulés exclusivement entre les rayons des bibliothèques d'Édimbourg. Fraser n'a jamais rencontré personnellement les peuples dont il parle. Cette façon de procéder a été dominante chez les anthropologues du XIXe siècle, qui travaillent donc à partir de documents de seconde main, à partir de récits de voyage écrits par d'autres. S'il s'agit là effectivement de l'attitude dominante chez les anthropologues à cette époque, certains comme Franz Boas ou Frank Cushing à la fin du XIXe siècle, mais aussi Alfred Radcliffe Brown au tout début du XXe siècle, jugent bien préférable de se déplacer pour se rendre au sein de la société qui les intéresse. Mais ces quelques chercheurs font vraiment figure d'exception. C'est surtout à partir du XXe siècle, et plus précisément à partir des années 1920, qu'on va observer une rupture franche avec ce travail anthropologique de salon. C'est à partir de ce moment-là que la notion d'observation va devenir essentielle dans le travail de l'anthropologue. Les différents anthropologues évoquent plusieurs types d'observation, comme par exemple l'observation distanciée, l'observation flottante, l'observation diffuse ou encore l'observation analytique. Toutes ne sont pas sollicitées de la même façon et toutes ne conviennent pas à tous les cas ou à toutes les situations. Toutefois, le type d'observation qui caractérise le plus la discipline anthropologique, c'est l'observation participante, qui consiste pour l'anthropologue à s'immerger totalement au sein de la société qu'il souhaite étudier, pour pouvoir observer de l'intérieur les différents phénomènes qui caractérisent cette société tout en y participant. C'est l'anthropologue polonais Bronisław Malinowski qui va théoriser les règles de cette observation participante dans le célèbre livre qu'il publie en 1922, Les Argonautes du Pacifique occidental, livre qui relate son séjour et son expérience au sein de la société des îles Trobriand, à l'est de la Nouvelle-Guinée. Ce livre aura un tel retentissement à sa sortie que certains n'hésiteront pas à aller jusqu'à considérer Malinowski comme le véritable fondateur de l'anthropologie en tant que science. En réalité, Malinowski ne parle pas lui-même d'observation participante, il parle d'observation scientifique des sociétés. En fait, l'expression observation participante est due à un pédagogue américain,
Edward Lindemann, qui utilise cette expression en 1924 pour qualifier l'observation scientifique des sociétés que décrit Malinowski. C'est donc à partir de ce moment-là que la dimension pratique du travail anthropologique entre en scène. Désormais, pour étudier une société, pour étudier une population, il faut entrer en contact avec les personnes qui la constituent, il faut partager leur mode de vie. L'anthropologue devient alors lui-même enquêteur et il n'a plus besoin de s'appuyer sur des informations de seconde main, sur des informations parfois douteuses ou invérifiables d'observateurs et d'enquêteurs amateurs. À partir de là, les voyages deviennent une partie intégrante du travail anthropologique et l'anthropologue devient un homme de terrain. Il collecte personnellement ses propres matériaux d'analyse, ce qui constitue toujours un travail colossal. En effet, dans la mesure où l'objectif est de comprendre une société dans sa globalité, l'anthropologue doit pouvoir être simultanément ou tour à tour géographe, linguiste, démographe, botaniste, juriste, géologue, spécialiste des religions, spécialiste de l'alimentation aussi, historien, sociologue et bien d'autres choses encore. L'ampleur du travail à réaliser est telle qu'il est indispensable que l'enquêteur reste suffisamment longtemps au sein de la société qu'il étudie. Habituellement, on considère que 4 ans constituent un minimum pour avoir une petite chance de pouvoir mener cette tâche à bien. Il doit s'immiscer, s'intégrer dans cette société, rester le plus possible en contact étroit avec la population, et donc nécessairement se couper totalement de son monde familier, se couper de sa société d'origine, se couper totalement, dans le cas de Malinowski, de la société occidentale, de la société des Blancs, comme il l'appelle. Il s'agit de se défaire de sa propre culture, écrit-il. C'est là un des grands postulats du travail de terrain anthropologique. Partager la vie quotidienne de la population qu'on observe. Et donc, partager ses travaux, partager ses repas, ses fêtes, ses bavardages même. Tout cela est indispensable à celui qui prétend étudier le comportement, les croyances et le système de valeurs d'un peuple. Et pour ce faire, il est évidemment nécessaire de pouvoir communiquer avec la population, il est donc nécessaire d'apprendre aussi la langue de ces gens. On s'en doute, tout cela n'est pas évident, d'autant plus que l'anthropologue doit aussi être familiarisé avec les différentes techniques de prise de notes, afin de pouvoir collecter un maximum d'informations en un minimum de temps. Bref, cette méthodologie et ce travail de terrain, que Claude Lévi-Strauss appelle la technique du dépaysement, constituent depuis Malinowski une véritable charte pour toute l'anthropologie future. L'objectif est d'essayer, idéalement, d'entrer dans le monde mental d'un autre peuple, et ainsi espérer comprendre ce que ces gens font et ce qu'ils sont. L'observation participante, c'est la recherche de terrain intensive, qualitative et de longue durée, qui est caractéristique de l'anthropologie culturelle. Pendant cette phase pratique du travail anthropologique, pendant cette phase que l'on qualifie d'ethnographique, l'anthropologue partage donc la vie de ceux qu'il étudie, généralement lors d'un séjour prolongé dans un village ou dans un quartier. Il doit, selon l'expression même de l'observation participante, observer et participer. Il doit apprendre autant en vivant qu'en voyant. Il a un côté actif, participant, et un côté passif, observateur. On le voit bien, il y a un côté paradoxal dans ce travail. Paradoxal parce que l'observation, qui connote habituellement un regard extérieur, une dimension passive, est ici associée à la participation active. L'anthropologue, pendant sa recherche de terrain, pendant la collecte ethnographique des informations, occupe une situation particulière puisqu'il doit s'efforcer à la fois d'être dedans et dehors, participant et observateur. L'objectif, à terme, c'est d'aboutir à la compréhension de l'autre dans le partage d'une condition commune. On insiste souvent, à raison d'ailleurs, sur la complexité d'une telle attitude.
Celle-ci suppose en effet une sorte de dédoublement de la conscience de l'anthropologue, comme s'il était, au sens étymologique du terme, schizophrène, c'est-à-dire comme s'il avait l'esprit fractionné, divisé. Si Malinowski est celui qui a théorisé l'observation participante, il semble bien que le tout premier à avoir imaginé cette méthodologie originale soit le français Joseph-Marie de Gérandeau, qui, dès 1800, avait conçu un manuel destiné à expliciter les différentes méthodes possibles pour observer et comprendre les peuples primitifs. Dans ce manuel, publié 120 ans avant les théories de Malinowski, de Gérandeau évoque déjà la nécessité d'une immersion complète dans la société que l'on veut étudier, puisqu'il écrit que le premier moyen pour bien connaître les sauvages est de devenir en quelque sorte l'un d'entre eux. Idéalement, l'anthropologue doit apprendre à penser comme ceux qu'il étudie, il doit apprendre à être comme ceux qu'il étudie. C'est à cette condition qu'il pourra peut-être découvrir de l'intérieur le pourquoi de certains comportements, le pourquoi de certaines conduites. À la suite de Gérandeau et de Malinowski, l'anthropologue et philosophe français Marcel Mauss est un des rares auteurs à avoir proposé un manuel destiné à guider l'enquête ethnographique. Dans cet ouvrage, publié en 1926, Mauss rappelle que le travail de l'anthropologue consiste dans l'observation approfondie d'une tribu, observation aussi complète et aussi poussée que possible, sans rien omettre. Et il ajoute, un ethnographe professionnel, travaillant très bien, peut à lui seul, en l'espace de 3 ou 4 années, procéder à l'étude presque exhaustive d'une société. Cela dit, et n'en déplaise à Marcel Mauss, qui n'a d'ailleurs presque pas effectué de recherche de terrain, il faut rester prudent. Et surtout, il faut rester modeste, c'est-à-dire qu'il faut rester conscient des limites du travail ethnographique. En effet, même s'il permet de découvrir de nombreuses choses sur une société, un séjour de plusieurs années au sein d'une population ne permet pas nécessairement de pénétrer entièrement une culture différente. Bref, si le travail de terrain, la recherche ethnographique, est bien une condition nécessaire pour obtenir des résultats valables, cette étape du travail anthropologique ne constitue pas nécessairement une garantie absolue d'avoir effectué un travail scientifique, objectif et complet. La méthode d'observation directe, qui caractérise la démarche ethnographique en général et l'observation participante en particulier, n'est pas réservée uniquement aux recherches anthropologiques menées sur des terrains lointains et exotiques. Dès le début du XXe siècle, en effet, certains sociologues américains et britanniques, appartenant notamment à ce qu'on a appelé l'école de Chicago, commencent à utiliser ponctuellement une méthodologie dont certains aspects rejoignent celle de l'observation participante théorisée par Malinowski. Par exemple, lorsque le sociologue anglais Charles Booth étudie la population d'un quartier pauvre de Londres entre 1902 et 1904, il utilise comme enquêteur des travailleurs sociaux établis sur le terrain et intégrés au sein de cette population afin de recueillir des informations, insistant ainsi sur la nécessité pour le chercheur, ou en tout cas pour l'enquêteur, de devenir membre du groupe qu'il étudie s'il veut avoir une chance de pouvoir comprendre de l'intérieur le point de vue de cette population. Et en 1937, quand le sociologue américain William Foote White décide d'étudier une famille d'immigrés d'origine italienne dans un quartier de Boston, il choisit de vivre à leur côté en louant une chambre au-dessus de leur pizzeria. De la même manière, écrit-il, que Malinowski avait planté sa tente au sein d'un village des îles Trobriand. En sociologie, mais aussi en psychosociologie, si l'observation participante, l'observation directe, reste aujourd'hui une méthodologie possible, d'autres pratiques de l'enquête ont pris depuis un certain nombre d'années le dessus, comme par exemple l'observation non participante, qui exclut l'enquêteur du cadre social étudié et réduit ainsi le risque de le voir influencer la situation observée,
ou encore l'observation structurée ou systématique, l'observation non structurée, l'observation engagée, etc. Par contre, la tradition de l'observation participante est toujours bien installée en anthropologie, au point qu'on considère encore qu'un travail de recherche mené selon cette démarche constitue une sorte de rite de passage pour tout anthropologue, pour qui cette méthodologie reste la voie royale pour étudier et comprendre une société. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.